Arnaud Harun-Pasquier, vous venez pour nous parler très rapidement d'un sujet sur lequel on pourra se pencher avec vous beaucoup plus longuement, puisqu'il s'agit de l'ouverture d'un cours d'épistémologie par la faculté libre des sciences de la communication. Je crois que c'est la première fois que ce genre d'initiative est prise dans un établissement d'enseignement supérieur. Oui, c'est Philippe Boiry, donc qui est le doyen de cette faculté des sciences de la communication, qui a décidé, ce qui est une première à ma connaissance, la création donc de la première chaire d'épistémologie, dont il m'a demandé de prendre la charge. Donc c'est un cours, il y aura 10 conférences qui sont prévues. Et donc la création de cette chaire correspond à une nécessité urgente pour les étudiants, les professionnels de la communication, les entrepreneurs, les politiciens et toutes les personnes qui sont au cœur de l'information. Alors le constat de départ, c'est le constat de la tête coupée, c'est-à-dire que on constate, et j'ai constaté qu'il y avait un vide dans l'enseignement, du contenu, des méthodes, des fondements. Du côté des chiffres, la géométrie n'est plus enseignée, l'arithmétique, l'astronomie ne sont quasiment plus enseignées. Du côté des lettres, la grammaire n'est pas enseignée, la logique, la rhétorique, la dialectique, la sophistique. Donc ce qui crée un vide d'idées que l'on constate constamment, que vous connaissez bien. Et quand il y a un vide d'idées, il y a un esprit désarmé. Napoléon disait, disons qu'une tête sans mémoire est une place sans garnison, mais une tête sans idées, sans méthode, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on constate dans tous les grands débats actuellement. Il y a un vide intersidéral et on constate que comme les esprits sont désarmés, il y a l'aveuglement, le fameux aveuglement du syndrome de l'ortolan. Cela dit, je trouve qu'en ce moment, je suis en train de relire les journaux, en même temps d'ailleurs que Chose Vue de Victor Hugo et que le journal de Daudet, parce que ça me paraît parfaitement se goupiller, ça permet d'avoir des points de vue différents sur des périodes comparables, et on voit bien à travers ce qu'écrit Daudet notamment, Léon Daudet dans Salon et Journaux, on voit bien à quel point aujourd'hui on a atteint un degré de vide, de désertification des cerveaux qui est quelque chose de totalement terrifiant, et c'est confirmé par le texte qui a été lu dans l'émission de Jean Ferré il y a 15 jours et dont on a eu un autre aspect, le texte de Maurras, la copie de baccalauréat de Charles Maurras, qui était écrite par un garçon de 16 ans, et dont il est évident qu'aujourd'hui, un agrégé de très bonne qualité serait à peu près incapable d'être l'auteur. On a lu également cette semaine lundi, une lettre de Charles Maurras à un de ses professeurs, qui est aussi d'un niveau extraordinaire, d'un niveau d'intelligence et de culture et de compréhension des événements. Bon, il faut admettre une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce que redoutait Maurras dans l'avenir de l'intelligence, la pourriture Bosch, comme il disait, a envahi nos têtes. Toute la vérole kantiste nous a détruit l'intérieur des cerveaux, et on en est à se demander si c'est récupérable. Alors est-ce que votre ambition n'est pas d'essayer de réparer les dégâts? Tout est récupérable, si vous voulez. Ça, la vie, notamment par l'étude des virus, nous montre toutes les métamorphoses qui sont possibles. Donc le projet, le constat, bon, tout le monde le fait, plus ou moins, bon, mais il ne faut pas en rester au constat. La question, c'est que faire? Bon, si la tête est coupée, eh bien, il faut remplir la tête. Et donc, le but de cette chaire d'épistémologie, c'est de réarmer l'intelligence. Bon. Et ça, c'est capital parce que, si vous voulez, on voit tous les jours des personnes qui pensent des choses intéressantes, mais qui ne sont même pas capables de formuler ces choses, soit par crainte, soit par peur, soit par manque de méthode. Donc, si vous voulez, le déplacement d'une pensée, surtout actuellement, doit être armé, doit être cuirassé, doit avoir une forme, doit être profilé d'une certaine manière. Et c'est cette forme, et le fond, c'est la forme en termes de communication, peut-on dire de manière paradoxale. Cette forme, c'est l'objet de cette chaire, de travailler sur la forme, évidemment sur le fond, mais sur comment peut-on donc constituer cette pensée. Alors donc cette chaire a pour but donc
de donner des outils, si vous voulez, des outils, et j'en ai mis en œuvre un certain nombre, dans notamment la perversion mathématique, toutes les questions d'enseignement, les questions sur l'Europe. Bon, par exemple, la méthode épistémologique de traiter le problème, elle est très rapide sur l'Europe. Elle tient en 2 mots. Qu'est-ce qu'on appelle l'Europe? L'Europe, c'est un empire. J'avais écrit ceci en 92 dans une lettre chez Albin Michel. Quel est l'empereur? Puisque l'empereur, c'est la monnaie. On le voit maintenant, c'était le sacre de la monnaie. Et qui contrôle l'empereur? Bon, et l'empereur, c'est les États-Unis. Donc, on peut dire en termes très simples, c'est une méthode épistémologique, les États-Unis d'Europe, c'est les États-Unis en Europe. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a pris de l'avance. Parce que c'est pas tout d'étudier les réformes les unes après les autres. J'entendais parler tout à l'heure du terme d'État. Alors évidemment, il y a un État qui est un ensemble flou. Mais qu'est-ce qu'elle est cet État? Cet État, c'est un État en devenir. Et évidemment, comme disait Descartes, je m'avance masqué, il y a certaines choses qui doivent s'éclairer petit à petit. Larvatus prodeo. Non. Alors donc c'est sur ces questions doit porter cet enseignement d'épistémologie. Ça m'avait été demandé par des journalistes qui ont constaté notamment sur la question du linceul de Turin qu'il y avait une méthode. Ils m'ont dit il y a 2 livres dans ce livre. Oui, il y a la méthode. Et cette méthode, elle est reproductible, si vous voulez. Ça m'avait été demandé par un éditeur, par beaucoup de personnes. Alors quel va être le contenu? Mais le contenu va porter non pas sur une chose très abstraite, parce que quand on regarde la définition de l'épistémologie, évidemment, le mot déjà est un peu, disons que fait un petit peu peur. Et la définition de l'épistémologie, c'est évidemment la valeur des sciences, ça paraît très abstrait, le domaine d'application, ça paraît très abstrait, et la légitimité des conclusions, ça paraît très abstrait. Alors concrètement, disons que cet enseignement va porter sur le carrefour entre le vrai et le faux, puisque l'épistémologie, pour faire court, c'est la science du vrai et du faux. C'est le tribunal des sciences. Et le carrefour, c'est le langage. C'est le champ de bataille épistémologique. Donc, ces conférences, je donne simplement des idées, les grandes lignes, si vous voulez. Et c'est tout à fait indispensable de réarmer notre jeunesse. C'est-à-dire que maintenant, il faut travailler sur les fondamentaux. Parce qu'on le voit tous les jours, il y a eu des débats ces derniers temps, c'était affligeant, si vous voulez, parce qu'on voyait des certain de personnes qui ne sont même pas capables de présenter le début du commencement de leur position. Donc il y aura, ça va commencer par l'actualité, la valeur et l'universalité de l'épistémologie, le profit à en tirer. L'épistémologie, c'est ce qui multiplie nos capacités. C'est-à-dire que 1 avec l'épistémologie, ça fait 10. Donc un bon entendeur salut pour ceux qui font des thèses, ceux qui sont confrontés à certaines batailles. Et les batailles, ça se fait pas en 2 minutes. Puis il y a des personnes qui se réveillent juste au moment où on vote des lois. On travaille sur des années, si vous voulez. Il y a une question sémantique. Bon. Et donc, le levier, l'universalité de ces champs d'application en philosophie, en sciences, en stratégie de l'information, en pédagogie, le droit, thèse d'études, dialectique, politique, art, compétition économique, tout ça, ça relève de l'épistémologie, puisque l'épistémologie, comme on dit en physique, c'est la matière à l'état naissant. C'est là que la connaissance se fait. Alors, comment les mots font les choses? Terme bien connu dans la Révolution, j'ai entendu des choses intéressantes sur les juristes. Le fonctionnement du cycle de la connaissance, la construction du discours. Quelles sont les parties d'un discours? On n'apprend plus ces choses-là. Comment détecter ces dysfonctionnements, erreurs, faux, mensonges, applications pratiques. Et puis, l'invention de la connaissance, l'invention du trucage du langage, parce qu'il y a des lois pour le trucage du langage. C'est comme les feux dans le Midi, ça passe toujours par les mêmes endroits. La politique et le jeu du langage. Comment faire une lecture politique de la grammaire et une lecture grammaticale de la politique. Le noble mensonge. À quoi ça sert? D'où ça vient? Le développement de la connaissance. Comment notre système de connaissances est construit à partir d'un modèle fondateur unique. La diversité actuelle n'est qu'apparente, on multiplie, mais les choses fondamentales ne bougent pas. Les méthodes du discours, comment distinguer les 2 grandes méthodes pour construire une connaissance? Il n'y en a pas 36 de méthodes. Bon. Ensuite, l'inversion de l'entendement. Comment est-ce qu'on inverse, notamment, c'est les histoires de La Fontaine. Comment est-ce qu'on peut inverser, faire arroser l'arroseur? Bon. Comment donc l'invention de la pensée moderne, comment elle est unique? Parce qu'on a l'impression toujours de réinventer l'eau chaude, mais la pensée moderne est extrêmement logique. Si vous voulez. Et effectivement, une des questions qu'on se pose dans le magma dont vous avez parlé, c'est comment se fait-il que ce monde extrêmement dur, extrêmement précis, extrêmement exact puisse fonctionner avec des cerveaux ramollis? Donc là, c'est d'ailleurs, il ne fonctionne pas. Et il fonctionne, si, il fonctionne. Le percepteur vous le montre régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on a la logique molle, la logique dure, et tout ce qui est important est exact. Et l'euro, effectivement, ça va être exact. Exact comme une guillotine.
Donc, tout ce qui est de l'ordre affectif, il y a la gestion de l'ordre affectif, qui est floue, si vous voulez, et puis la gestion de tout ce qui concerne le sujet qui m'intéresse, c'est le pouvoir, qui relève d'une certaine mathématique, et j'ai entendu parler de structure tout à l'heure. Ce que j'avais révélé en 1992, c'est que la logique de la politique européenne, c'est la théorie des ensembles politiques. Donc c'est une théorie tout à fait exacte, mais effectivement, ça c'est la logique des ortolans. L'ortolan doit être plongé dans le noir pour qu'il soit plus appétissant et meilleur à la sortie. Alors, ce qui est très important pour notre propos, c'est la construction du langage fort et l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que le langage fort? Celui qui est invincible. Et là, il y a un rapport, évidemment, avec les juristes. C'est pas par hasard, je l'ai entendu tout à l'heure, qu'il y avait tant de juristes. Et puis, on approche de la fin du programme. C'est la guerre de l'information. Comment est-ce qu'on la mène? Évidemment, comment on la gagne? Parce que c'est bien de faire des constats sur un certain nombre de situations, mais il faut la gagner. Et puis enfin, et ça sera la fin, la mise en œuvre de l'épistémologie. Et quel est le secret des grandes batailles pour gagner la guerre de l'information? Alors tout ça, ça va se passer, on l'a dit, à la faculté libre des sciences de la communication. Est-ce que vous pouvez me donner les conditions de participation au cours, et ensuite je donnerai les coordonnées de les conditions. Donc le niveau qui est demandé, c'est le niveau licence, mais suivant les capacités et la motivation des personnes, ça peut être étudié. Ce qui est important, c'est d'être motivé, d'avoir une tête bien faite, mais l'indication, c'est le niveau licence. Et puis la participation qui est demandée par la faculté, est de l'ordre de 500 000 francs, donc elle est tout à fait symbolique. Pour 10 conférences. Hein, voilà. Et donc ça commence, la date prévue, c'est le 20 janvier. Le 20 janvier. Donc l'adresse, c'est l'ICERP, 87 bis rue Carnot, 92 300 Levallois-Perret. Et on peut demander la brochure qui résume le programme au secrétariat du doyen de la Faculté libre des sciences de la communication. Alors le téléphone, c'est le 01 47 48 15 15. 01 47 48 15 15. Et alors pour permettre au maximum de personnes de participer, donc c'est le soir, c'était le mercredi de 18h à 19h30. Donc ce qui permet à toutes les personnes qui sont dans la vie active de venir. Alors je signale pour terminer, parce qu'il y a eu plusieurs appels à ce propos, c'est un livre qui continue à être lu et à être commenté, et qui va être réédité. Il s'agit de votre ouvrage La tête coupée, qui est réédité. Donc, à quelle adresse peut-on le trouver? Donc, oui, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, n'était plus disponible depuis des années. Alors, l'adresse laquelle les personnes peuvent donc commander La tête coupée ou La parole coupée, donc il faut qu'ils écrivent à GS, comme Georges Sand, consultant, GS consultant, 24 rue, alors Le Bec, donc c'est les éditions du Bec, hein. Édition Le Bec, donc je répète, GS Consultant, édition Le Bec, 24 rue d'Aumale, 75 009 Paris, et ils peuvent joindre un chèque donc de 180 francs, port compris. Merci. Je signale qu'il est également en vente à la librairie Murat, boulevard Murat, dont le directeur vous envoie ses salutations. Je lui renvoie. Et nous dit que ce livre se porte très bien. Bon, il a la tête bien portante alors. Merci Arnaud Aron-Lupinski. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous aurez beaucoup d'étudiants à cette série de conférences sur l'épistémologie, car c'est véritablement un outil extraordinaire et de plus en plus utile et même indispensable. Je vous remercie.